Good Morning Business, le grand entretien. À 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin, c'est Christophe Périllat. Bonjour, vous êtes le directeur général de Valeo, équipementier automobile. Vous venez de publier vos résultats annuels, c'était hier soir. On va en parler dans le détail, mais on va parler avant de ces questions de droits de douane. Vous avez annoncé hier lors des résultats et vous êtes très clair. En cas d'augmentation des droits de douane, ça ira directement sur le client. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Les marges des équipementiers, les marges de Valeo ne rendent pas possible le fait qu'on puisse absorber ces tarifs ou ces coûts possibles additionnels. Donc oui, c'est que ces coûts seront transférés à nos clients, bien sûr. Comment vous suivez au quotidien, en tant que directeur général d'une grosse entreprise, les déclarations de Donald Trump? C'est-à-dire que vous vous dites « j'attends la fin », vous écoutez pourcentage par pourcentage, c'est quoi votre stratégie? Notre stratégie, c'est pas de nous adapter en termes de footprint, parce que c'est pas possible. On peut pas s'adapter en termes de footprint industriel ou de footprint fournisseur en l'espace de quelques jours, de quelques mois. Ça prend des années. On a aux États-Unis une implantation qui est historique, avec des usines qui sont expérimentées. Donc c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essayer de comprendre, parce que tout ça est compliqué, ça change tous les jours. Vous savez, un produit qui passerait plusieurs fois la frontière dans un sens, dans un autre, ça peut arriver. Est-ce qu'il serait taxé de nombreuses fois? On va dans le détail des codes douaniers, donc tout ça est extraordinairement complexe. Mais une fois qu'on a compris, on fait des nouvelles price lists et puis on les envoie à nos clients. Et puis on parle avec nos clients pour faire en sorte que nos coûts soient transférés C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intégrer cette question des droits de douane dans une stratégie industrielle. En fait, elle est séparée. Si on a une stratégie industrielle, on fait la promotion d'une idée forte. On n'est pas du tout favorable aux tarifs douaniers. On pense que c'est pas la bonne solution pour gérer l'économie. Européen inclus, c'est-à-dire que tout court. Bien sûr. On s'était exprimé contre les droits de douane imposés par la Commission européenne aux véhicules chinois, parce qu'on pense que c'est pas la solution. On pense que la solution, c'est à l'intérieur d'une zone géographique, par exemple l'Amérique du Nord, et on l'espère l'Europe, avoir un contenu régional minimum. Il y a un contenu régional minimum en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'un véhicule qui est assemblé en Amérique du Nord, peu importe que ce soit États-Unis, que ce soit au Mexique, que ce soit au Canada, il doit avoir 75% de contenu local. Et ça assure une certaine cohérence à l'intérieur d'un territoire. Vous savez qu'on fait la promotion de cette idée en Europe dans le cadre du dialogue stratégique. Ça fonctionne ou pas? Parce qu'on a vu, vous aviez écrit une lettre, vous l'avez écrit avec Forvia, avec OP Mobility, avec les Italiens. Il n'y avait pas les Allemands dans cette lettre. Quelle réponse vous avez aujourd'hui de Bruxelles? Alors on est engagé dans le dialogue stratégique. Je serai lundi prochain à Bruxelles auprès de la présidente de la Commission européenne dans le cadre du dialogue stratégique. Ce sera la deuxième réunion et je vais continuer à faire la promotion de cette idée qui est une idée quand même super simple. Oui. Et je pense qu'à peu près tout le monde qui entend cette idée se dit « Waouh, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de sens ». Un véhicule qui est assemblé en Europe, il doit avoir un certain nombre, on va dire 75%, de contenu de valeur ajoutée à l'intérieur de l'Europe, fait à l'intérieur de l'Europe. Et ça, c'est vraiment de nature à protéger les 13 millions d'emplois, les 8%. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de maintenir les outils de production en Europe. Vous-même, vous êtes en train de fermer ou de revoir le pilotage d'une usine. Vous avez 238 emplois en Isère qui vont être supprimés, puis la fermeture de l'usine de la Suze sur Sarthe. Est-ce que sur l'outil à la Suze sur Sarthe, vous avez des repreneurs? Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour reprendre un outil industriel comme ceci? Alors, on est en discussion avec un certain nombre d'entreprises, mais voilà, on le fait dans le cadre d'un dialogue social. Je ne peux pas faire d'annonce ici dans ce studio. Mais il y a des repreneurs potentiels. Il y a des entreprises qui s'intéressent. Oui, on voit aujourd'hui des dossiers industriels comme Vancoresque. Il n'y a personne, par exemple. Oui, on en voit. Mais ces discussions, on les a d'abord avec nos partenaires sociaux, vous le comprenez bien. Le sujet, il est fondamental parce qu'on voit le secteur de l'acier s'inquiéter. Il y a une réunion sur l'acier jeudi. On voit le secteur de la chimie. On sera avec le secteur de la chimie à 8h qui demande la même chose. On a eu ce paquet de simplification annoncé par Bruxelles mercredi, un Clean Industrial Deal. Vous me dites que vous êtes en cours de discussion avec Bruxelles. On va pas assez loin quand même aujourd'hui. Oui, mais pourquoi l'aluminium, pourquoi l'acier, pourquoi l'automobile, pourquoi la chimie s'expriment dans des termes assez comparables aux termes que j'utilise? Parce que l'Europe a perdu 25% de compétitivité par rapport à la Chine en 5 ans. Voilà. Et ça, on a fait les calculs dans tous les sens. Ces calculs sont clairs. Vous prenez les coûts au 1er janvier 2020, juste avant le Covid, vous prenez les coûts maintenant, l'Europe a perdu 25% de compétitivité par rapport à la Chine. Pourquoi l'Europe a perdu 25% de compétitivité? Parce qu'il y a eu un cycle d'inflation. Et le cycle d'inflation qui est né de l'énergie,
qui s'est transmis à l'économie, qui s'est transmis aux salaires, qui eux-mêmes ont enclenché cette boucle bien connue entre les salaires et les prix, au final, sur 5 ans, c'est 25% de compétitivité perdue. Donc 25%, c'est considérable. Oui. Ça veut dire que s'il n'y a pas une certaine forme de protection, alors vous avez un mouvement qui est contraire au mouvement qu'on souhaite, qui est un mouvement de réindustrialisation. Vous avez un risque de désindustrialisation. Mais est-ce que c'est possible ? C'est un risque qui est réel. Parce qu'on entend, Luc Ferry disait ce matin dans la presse française, c'est le patron de la PFA, donc il défend la filière automobile. Il dit ce matin, Luc Châtel, pardon. Il dit c'est possible pour l'ensemble de la filière automobile européenne de disparaître, tout simplement. Il dit désormais, c'est une possibilité. Vous êtes équipementier, donc évidemment ça vous arrange pas, mais on en est là, en fait. Vous dites c'est possible de réindustrialiser, ou on est carrément sur un mouvement de fond qu'on ne peut pas arrêter. C'est possible de le faire si on prend les bonnes dispositions. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, on a fédéré un grand nombre d'équipementiers autour de cette idée super simple qui consiste à dire un véhicule qui est assemblé en Europe, un véhicule qui est vendu en Europe, doit avoir un contenu régional européen important. Les équipementiers représentent 75% de la valeur de la voiture, de la valeur ajoutée de la voiture. Tous ces composants, toutes ces technologies, toutes ces pièces, tous ces systèmes qui sont à l'intérieur de la voiture sont réalisés par les équipementiers et tout l'écosystème. Donc il faut absolument se battre pour que cet écosystème demeure en Europe. Il en va des emplois, il en va des nombreuses usines des équipementiers, et c'est possible. Voilà, il y a des solutions. Quand vous regardez autour du monde, l'Inde a un contenu indien minimum. L'Amérique du Nord a un contenu américain minimum. Pourquoi l'Europe n'aurait pas un contenu minimum européen ? Et c'est plus efficace que les droits de douane. Exactement. C'est votre position. Juste une question sur les Allemands. Donc, ils n'avaient pas signé cette lettre. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avoir un changement de vision politique ? On voit qu'avec le nouveau chancelier allemand, ça change. Il y a un rapprochement entre le couple franco-allemand. Est-ce que vous avez un espoir de ramener les équipementiers allemands à votre question ? Je pense que les Allemands y viendront pour cette raison qu'on vient d'exprimer. C'est-à-dire que c'est tellement évident, c'est tellement simple. Il faut le faire, bien sûr. Sur vos résultats, vous avez donc publié des ventes en repli de 3% sur un an pour 2024. C'est toujours compliqué sur les questions d'électrification sur l'automobile. On est toujours dans un creux de la vague. C'est quoi votre évaluation du marché ? Notre évaluation du marché, c'est que le marché est très incertain. Voilà, le marché mondial a baissé. Il y a des clients qui augmentent, des clients qui baissent. Il y a des technologies qui ont du mal à s'affirmer. En tout cas, c'était les chiffres de 2024. Donc, il y a eu beaucoup d'obstacles pour l'industrie automobile, beaucoup d'obstacles pour Valeo aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a enjambé tous ces obstacles. Notre marge opérationnelle, elle a augmenté. Et elle a augmenté en 2024 pour la 3e année consécutive. Voilà, parce qu'on défend nos prix, parce qu'on a beaucoup de technologies et qu'on arrive à donner de la valeur à ces technologies. Et puis parce qu'on se réorganise, vous l'avez dit tout à l'heure. On a annoncé un plan de réorganisation en France, on a annoncé un plan de réorganisation en Europe. On se réorganise pour baisser nos coûts, défendre nos prix, apporter de la technologie. Voilà, on fait le travail qu'il faut pour augmenter, étape après étape, la profitabilité de Valeo et la mener à un meilleur niveau. Sur les questions de compétitivité, on a la directive C3S, la CSRD. Est-ce que là-dessus, vous dites qu'il faut revoir, aller plus loin que ce qu'annonce la Commission européenne ? Est-ce que ça vous empêche de travailler ? C'est quoi votre point de vue ? Il faut simplifier. Voilà, il faut simplifier au maximum. Au final, la CSRD, c'est un nombre incroyable d'indicateurs. S'il y en a un qu'il faut retenir, c'est celui des émissions de CO2. Combien une entreprise émet de CO2 et comment elle est capable de réduire ses émissions de CO2 année après année. Donc on peut multiplier les indicateurs à l'infini. Je crois qu'il faut simplifier à l'extrême sans perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est quand même de décarboner le monde. Vous savez, on décarbone la mobilité. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Valeo. On en est très fiers. Donc mesurer avec un nombre le plus réduit possible d'indicateurs, le progrès vers cette décarbonation. Voilà, c'est simplifier, réduire la complexité, réduire la bureaucratie. Mais est-ce qu'il faut arrêter avec ces histoires de scope 1, scope 2, scope 3 ? On a pas mal d'industriels qui ont fait la liste. Plusieurs milliers de fournisseurs parfois à aller vérifier, c'est impossible. Non, écoutez, on y arrive assez bien. Vous dites on y arrive ? Oui, on y arrive assez bien, oui. Donc on ne revient pas sur cette... Non, parce que c'est ça qu'il faut mesurer. À la fin, c'est ce qu'il faut... Alors on l'appelle scope 1, scope 2, scope 3, c'est un petit peu compliqué. Mais à la fin, c'est ça qu'il faut mesurer. C'est combien une entreprise émet de CO2.
parce que c'est cet objectif et cet objectif unique ou cet indicateur unique qu'il faut parvenir à faire baisser par tout un tas d'investissements dans des panneaux solaires, dans des nouvelles manières de produire à l'intérieur d'une usine. C'est comme ça qu'on arrive à décarboner le monde. Merci beaucoup Christophe Périllat d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.